France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi, le LGF jusque 18h30 avec pour m'accompagner aujourd'hui monsieur Yasser Louati. Le lundi c'est Louati. Comment ça va Yasser? Très bien, et toi qu'est-ce que ça va très bien, impeccable. Et puis Karim aussi qui est de la partie. Comment ça va Karim? Ça va très bien, bonjour à toi, bonjour à Yasser, bonjour à tous les éditeurs. Ça fait un petit moment Karim hein? Ça fait un petit moment et je suis ravi de revenir, surtout de retrouver Yasser. Exactement, parce qu'on s'était dit il y a plusieurs semaines, il faut qu'on se voit en radio. Exactement. Voilà, bah c'est fait, voilà les gars. Avec au programme jusque 18h30, donc tout à l'heure évidemment nous parlerons de sport et il fait pas bon de gagner 4-0 contre le Barça et de se faire après un petit match nul face à Toulouse hier soir. Le PSG s'est fait donc piéger et avait l'occasion de revenir un petit peu à la hauteur de Monaco. Et bien ils ont loupé l'occasion hier soir au Parc des Princes. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Ral Bécheni de télé aussi pour les programmes de ce soir. Et puis la Myanmar pour l'éphéméride et les quelques événements qu'il fallait retenir de cette date du 20 février, puisque ça tombe bien, nous sommes le 20 février. Le Libertad, tout à l'heure, libre antenne totale entre 17h50 et 18h. Vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez évidemment, dès lors que ce soit quand même quelque chose à minimum intéressant. Et bien vous pourrez nous appeler tout à l'heure. Les coups de cœur, le coup de cœur de Karim. Mon coup de cœur, c'est sur pour une transparence totale de l'IRFM, c'est la fameuse indemnité de représentativité de frais de mandat des députés. D'accord. Le coup de cœur de Yasser? Comme toujours, Joker. Joker. Très bien. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure à 17h30. Notre débat du jour. Mélenchon peut-il à lui seul faire perdre la gauche à la présidentielle en refusant cette alliance? Avec Benoît Hamon, vous serez invité à nous appeler au 01 40 33 9000, à vos commentaires aussi sur la page Facebook. Et on en débattra avec Yasser et Karim juste après les avis tranchés. Alors avis tranchés de Yasser Louati, on va parler de quoi avec toi? Alors, j'en avais une première qui était préparée, mais vu le débat qu'il y a eu sur encore la colonisation et Macron qui dit oui, puis qui dit non, puis qui dit oui, puis qui Pécresse, non, et puis qui dit je on vous ai va quand compris. même faire un petit point, donc j'ai aucune prétention, mais on va faire le point rapidement pour dire qu'effectivement la colonisation était bien, elle est bien un crime contre l'humanité. Eh oui, effectivement. Puis Benoît Hamon aussi qui peine à prendre position là-dessus. Oui. Karim, ton avis tranché? Mon avis tranché, c'est sur l'indemnité de représentative des frais de mandat. Est-ce que tu sais ce que c'est, Christophe? Eh ben non, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Et alors, tu sais que chaque député a une enveloppe parlementaire. Oui, bien sûr, 2 même. Et même 3. Même 3 au total, oui. Évidemment, donc t'as son salaire, d'habitude, qui est de à peu près de 7100 euros brut, mais en net ça fait à peu près quelque chose aux alentours de 5800 euros. T'as l'enveloppe pour les collaborateurs, payer ses assistants parlementaires, ses attachés parlementaires, ce qu'a fait Fillon notamment. Pénélope, hein. Entre autres, en tout cas. Je ne vais pas réagir sur Fillon. Oui, non, mais pour expliquer un peu quoi. C'était un peu pour les collaborateurs, c'est à peu près de 9000 euros l'exonéré d'impôts, forcément, parce que c'est pas vraiment c'est pas un salaire pour le député. Et t'as la fameuse IRFM, c'est indemnité de représentativité de frais de mandat. C'est une enveloppe qui, aux alentours de 5000, un peu plus de 5000 euros, 5700 euros exactement, qui est destinée normalement à tous les députés pour qu'ils puissent financer leurs locaux pour louer leur permanence parlementaire, payer les déplacements, les hôtels, les hôtels aussi, ça arrive. Sauf que cette enveloppe échappe à tout contrôle. Enfin, quand je dis tout contrôle, elle est contrôlée par les députés eux-mêmes. Et donc du coup, en effet, ils se protègent quoi. Ils se protègent. Il y a des cas. Si tu veux, je peux te citer même des exemples. Certains députés qui ont abusé de cette tu nous en parleras tout à l'heure lors de ton avis tranché. Sans problème. En détail. Donc tout à l'heure à suivre, vous saurez tout sur les députés. Le zapping tout à l'heure évidemment à 16h30 avec réaction évidemment de nos chroniqueurs, à savoir Yasser Louati et Karim qui sont avec nous. Et puis pour commencer cette émission, c'est le coup de cœur musical du LGF pour ce lundi 20 février. Je vous propose de retourner un petit peu en arrière. Nous étions le 30 novembre. C'était la tournée Mohamed Alix de Kerry James, de gros concerts au complet. Un mois avant le concert de Kerry James. Je vous propose d'écouter donc la version live. C'était le morceau interprété par Kerry James au Zénith de Paris devant son public. Mohamed Alix sur France Maghreb 2 en version live. Le coup de cœur du LGF. Bienvenue tout le monde. Mohamed Alix, voilà, Kerry James, c'était le 30 novembre dernier au Zénith de Paris et il remet le couvert d'ailleurs avec 2 concerts supplémentaires à l'Olympia au mois de mars.
Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'était une première diffusion de cette version live le 30 novembre dernier au Zénith de Paris. Monsieur Kerry James, extrait de l'album, donc Mohamed Alix, bien sûr, sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Le grand forum LGF revient dans un instant avec le Zappé à suivre sur votre radio. Yasser Louati, Karim sont là pour nous accompagner, vos amis auditeurs. 01 40 33 9000, n'hésitez pas à nous rejoindre. Semaine donc qui démarre maintenant de votre talk de fin d'après-midi, où l'on parle de tous les sujets dans cette émission et sans langue de bois bien sûr. Je vous rappelle les 10 minutes Libertad tout à l'heure entre 17h50 et 18h, la possibilité de nous appeler pour nous dire ce que vous voulez, pour ainsi décrocher votre téléphone, pour passer un petit bonjour, nous transmettre une information qui se passe auprès de chez vous, un événement, ou simplement réagir à l'émission, engueuler Karim ou Yasser. Eh bien vous pourrez le faire tout à l'heure entre 17h50 et 18h bien sûr. Tout à l'heure, un grand bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, et puis tiens, j'en profite pour une spéciale à Ramon Roland qui nous écoute, qui est sur la route comme beaucoup d'ailleurs d'entre vous, et bon courage à tous ceux qui sont sur la route et prudence bien sûr. Voilà, big up à tous ceux et à Houssine aussi que je salue. Voilà, alors avant de commencer avec le zapping bien sûr, une petite information en bref qui vous a certainement fera réagir mon cher Karim et Yasser. Opération qu'on pourrait qualifier d'opération déminage qui continue pour les membres de l'équipe de Donald Trump. Samedi, il y avait eu Mike Pence à Munich pour assurer les alliés sur l'application américaine au sein de l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est à Bagdad que s'est arrêté le secrétaire d'État américain à la Défense, Jim Mattis, là encore en mission apaisement. Le secrétaire à la Défense a combattu en Irak sous l'uniforme américain, mais aujourd'hui, c'est effectivement avec une mission de déminage diplomatique qu'il rencontre les dirigeants de Bagdad. Ces derniers ont pu être interloqués d'entendre Donald Trump affirmer que les États-Unis auraient dû s'accaparer le pétrole irakien avant de se retirer militairement de ce pays, un argument que le président américain a évoqué à plusieurs reprises avant et après son élection, expliquant que si les États-Unis avaient gardé la main sur cette ressource, alors le groupe Daesh n'aurait pas pu l'utiliser pour se financer. Nous ne sommes pas en Irak pour nous accaparer le pétrole, aura donc été l'une des toutes premières phrases prononcées par Jim Mattis à Bagdad. Cette visite donc de Jim Mattis survient dans un moment particulier puisque la bataille de Mossoul est entrée dans une nouvelle phase. Les combats se déroulent désormais dans la partie ouest de la ville, toujours aux mains de Daesh. Les djihadistes qui reculent face à l'armée nationale irakienne appuyée par les frappes donc de la coalition pour commandée par les États-Unis. Alors sur cette volte-face, sur ces déclarations qui mettent mal finalement ceux qui travaillent avec lui, Donald Trump, le premier mois ou le premier mois et demi, et on pourrait le qualifier de catastrophique. Karim Yasser. Alors par rapport à ce qu'a dit Donald Trump, moi personnellement ça me choque pas, en tout cas ses équipes. Pour la simple et bonne raison, parce que tout ce qu'on entend ces derniers jours, la dernière en date, je vais pas toutes les citer, ce qui s'est passé avec cet attentat inventé en Suède par Donald Trump. Ah oui, extraordinaire. C'était juste extraordinaire. Donc il a dit oui. Faut le rappeler, ça se passe en Floride et là exactement, donc il est pour parler de l'immigration, etc. Et donc il parle de cet attentat finalement qui aurait eu lieu en Suède, sauf qu'il n'y a jamais eu d'attentat en Suède. Exactement. Il a parlé, il disait hier soir ce qui s'est passé en Suède, vu que la Suède a ouvert ses portes à l'immigration, en tout cas à l'accueil des réfugiés, était envers l'accueil des réfugiés, c'était juste incroyable. Et il disait pour se rattraper, parce qu'il a été interrogé après, ses équipes disaient en fait il a regardé une émission sur Fox News sur les dérives de l'immigration en Suède, donc du coup il a confondu l'émission avec un autre. C'est juste incroyable. Ça la fout mal quand même. Ça la fout mal. Et ses équipes d'ailleurs, l'état de ses équipes, parce que il arrive toujours pas à remplacer tous ceux qui ont démissionné, en tout cas la plupart de ceux qui ont démissionné, ils en peuvent plus de ces déclarations parce que ils les empêchent de faire un travail que doivent faire les diplomates. Il met beaucoup de diplomates, beaucoup de conseillers techniques qui vont en Europe. D'ailleurs, il y a une délégation qui est arrivée à l'Union européenne pour les rassurer sur les déclarations de Donald Trump. À chaque fois, il parle, il provoque. On a l'impression que c'est un jeu pour lui. D'ailleurs, il le fait à chaque fois. Il accuse les médias de raconter n'importe quoi, sauf qu'il finit lui-même par raconter n'importe quoi. Ouais, ça devient assez troublant, hein, Yasser, toi qui est un petit peu qui est en contact souvent avec les États-Unis, tu dois avoir des échos là-dessus sur Donald Trump, ses débuts qui sont vraiment très chaotiques pour le coup. Hier, je vais croiser l'équipe de CNN à Paris et on parlait un peu du phénomène Trump et pour eux, ils me disaient déjà que l'équipe autour de Trump est exténuée. Donc ça fait déjà à peine un mois qu'il est au pouvoir, que déjà ils en peuvent plus des polémiques et des guerres intestines. Il y avait entre-temps celui qui avait fait tomber Richard Nixon,
suite au Watergate dans les années 70, disait que là maintenant Donald Trump a ouvert la porte à l'impeachment, à la destitution, et que pour lui le pire ennemi du peuple c'est pas les médias, c'est un président qui ment au peuple. Ouais. Donc quand on voit, comme disait à l'instant Karim, le fait qu'il n'a pas été capable de remplacer Mike Flynn, qui était vraiment un suprémaciste blanc notoire, ouais, et que plus personne ne veut se mouiller, c'est que en lisant la presse américaine, plus personne ne veut risquer sa carrière par un passage dans l'administration Trump. Autre chose, c'est que le fait que Donald Trump lui-même continue à alimenter les thèses les plus complotistes pour justement encore une fois alimenter la bulle médiatique. Là, on sait très bien que c'est pas une fuite en avant qui va servir l'Amérique, mais ça le servira que lui personnellement. Je veux dire, le simple fait, par exemple, qu'il ait nommé un type comme Steve Bannon, un nazi notoire, hein, qui dirigeait le média Breitbart, qui est en fait pire que les blocs de la fachosphère ici en Europe. Il l'a quand même mis à la place qui est généralement occupée par des généraux ou par des personnes en position senior du renseignement. C'est en fait son conseiller à la sécurité nationale. Donc là, on voit très bien que même cette nomination ne va qu'alimenter les conflits internes à l'équipe Trump. Et moi, sincèrement, je vois pas comment ce type va durer. Est-ce qu'il sera destitué? Est-ce qu'on lui trouvera une raison pour le mettre à l'écart? Est-ce que lui-même, pour des raisons de santé, il va pas continuer son mandat? On n'en sait trop rien, surtout qu'en plus, il profite de sa posture de président pour encore faire grandir son business familial. Évidemment. Pour la petite histoire, c'est quand même, l'ironie de l'histoire, c'est que quelques semaines après le Muslim ban de Trump, il a envoyé ses enfants faire du business aux Émirats Arabes Unis pour justement ouvrir un nouveau terrain de golf. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pareil. On a l'impression que c'est un comique, le mec, en fait. Je dirais pas que c'est un comique, mais en tout cas, il prend plaisir à faire ça, en fait, à narguer tout le monde, à provoquer les médias, à provoquer les minorités, et en tout cas à dire, bah voilà, moi, quoi que ça me coûte, je fais ce que j'ai envie de faire, et en gros, tant pis pour le reste du monde. Et c'est comme ça qu'il résonne dans sa tête, je pense. Et puis, je reviens juste sur ce que disait Yasser, à juste titre, sur la fortune de Donald Trump. À un moment donné, je crois qu'il a été interrogé pendant la campagne électorale sur sa fortune. C'est les vrais spécialistes estiment sa fortune aujourd'hui à peu près à 4 milliards d'euros. Et lui, il dit 10 milliards d'euros. Et beaucoup de personnes étaient surpris le fait qu'il surestime sa fortune. C'est pour la simple et bonne raison, c'est parce que si à la fin de son mandat, il en aura 12, beaucoup de gens seront peut-être pas choqués parce qu'il aura dit, j'avais que 10 et j'en ai que 12 milliards à la fin de mon mandat. Donc, il essaye un peu de minimiser tous ses investissements parce qu'il a investi partout et il faut pas l'oublier, c'est un businessman. Alors pour la petite histoire aussi, par rapport à Donald Trump, en aparté, vous savez que c'est quelqu'un qui aime beaucoup Twitter. Il a beaucoup tweeté pendant sa campagne. D'ailleurs, il continue de tweeter et il le fait depuis son téléphone. Sauf que ça pose problème au service secret, au service des renseignements américains, qui lui disent que le téléphone n'est absolument pas protégé. Et apparemment, n'entend rien savoir. Il ne veut rien savoir. Il veut continuer de tweeter sur son téléphone d'avant. Donc, vous savez qu'un président, il a un téléphone un peu spécial. Il est sécurisé, etc. Et lui continue de tweeter, voilà, il veut rien savoir, voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'image et illustrer un petit peu le personnage très compliqué. Il tient tête même ouais, même au service renseignement, même à tout le monde en fait. Voilà, il s'en fout de tout. Allez, il est 16h31, voici le zapping. Alors dans le zapping, on va pouvoir parler un petit peu de plein de sujets au travers de différents extraits, des meilleurs qu'on a chopés sur la télé, à la radio, sur Internet. Et on va parler de cette interpellation. 1 an et demi avant l'interpellation de Théo, un jeune homme affirme avoir été lui aussi violé par la police municipale de Drancy. Il s'appelle Alexandre. Son procès d'ailleurs a lieu aujourd'hui. On en reparle dans un instant. Écoutez ce témoignage. Ça s'est passé là, exactement où il y a la voiture grise. Là, dans la cour du commissariat de Drancy, ce soir d'octobre 2015, après avoir interpellé Alexandre, une équipe de policiers municipaux veut le faire monter allongé dans un véhicule de fonction au siège rabattu. Après, ils n'ont pas exploité, il y a une caméra là, il y en a une autre là-bas. Pour moi, sur la caméra celle-là, il y a tout le film. Le film d'une agression qu'il revit sans cesse. Alexandre habite à quelques pas du commissariat et croise régulièrement les policiers intervenus ce soir-là. Ils veulent me rentrer dans la voiture, mais ça dégénère. J'ai la moitié du corps je suis à moitié sur le siège, sur le ventre. De là, ils me rentrent la matraque. Et ses deux collègues, ils me tirent par les bras. Je prends la matraque, je crie, je hurle. J'ai une plaie anale de 1,5 cm, 10 jours d'ITT. L'ADN d'Alexandre retrouvé sur la matraque télescopique, le policier ne se l'explique pas. Il n'a pas non plus entendu les cris et les pleurs du jeune homme. La matraque aurait dérapé selon lui.
accidentellement. Ah, on connaît le truc maintenant. C'est incroyable quand même. Les matraques arrivent à déraper de manière accidentelle. C'est extraordinaire. En tout cas, sachez que le procès a démarré aujourd'hui et que le tribunal de Bobigny s'est déclaré incompétent pour pouvoir juger l'affaire. Du coup, voyons. Voilà, encore une fois encore quel courage de l'institution. Je veux dire, sincèrement, quand je disais la semaine dernière dans ma chronique que ces problèmes sont structurels et sont voués à se répéter, malheureusement, on en a encore l'illustration. Ils osent dire que la matraque a dérapé. Ouais. Ils osent dire et encore se déclarer incompétents. Ça montre bien qu'il y a une omerta au sein même de l'État. D'ailleurs, j'intervenais à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et un petit salut à ceux qui nous écoutent parmi eux. Merci pour votre accueil et votre hospitalité. On parlait du fait que la police elle-même, la police nationale, est née par un décret signé par le maréchal Pétain et qu'elle a été dirigée par un certain René Bousquet qui, je cite, voulait plaire aux nazis en déclarant la police est capable de bien des services et qu'elle a fait ses premiers faits d'armes en déportant 12 500 juifs et qu'elle s'est perfectionnée pendant la répression sanglante de la Casbah. Et aujourd'hui, avec l'immigration post-coloniale, on passe encore sous silence soit les viols, soit les meurtres de ces criminels qui remplissent ces rangs. Et quand on voit qu'en plus on a 51% des policiers et des gendarmes qui votent Front National, malheureusement, et les associations antiracistes et les collectifs de soutien aux familles doivent garder en tête que ces événements vont encore se reproduire. Puisqu'il n'y a pas eu de purge des éléments nazis et fascistes au sein de la police, il ne faudra pas être surpris lorsque demain, de nouveaux témoignages émergeront. Alors, ça peut être bon en même temps, Yasser Louati, parce que cette histoire peut aller en cours de cassation. Et donc, le policier peut vraiment, pour le coup, être vraiment condamné si la qualification de cette affaire, on a requalifié l'affaire en viol. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le tribunal a dit, le tribunal de Bobigny a dit qu'il n'a pas la compétence à la cour de cassation de juger ce policier-là. Voilà, donc c'est pour ça que... Mais si je peux me permettre, Christophe, la violence policière aujourd'hui, on en a quelques extraits avec l'actualité, avec l'affaire de Théo et l'affaire d'Alexandre. Évidemment, si je peux me permettre, la violence policière ne peut entraîner que de la violence de la part des jeunes. Et donc, comment beaucoup de gens se disent aujourd'hui, ils sont choqués par le comportement de certains jeunes, comment ils parlent à la police. C'est pas parce que le jeune outrepasse ses droits que la police peut se permettre de trespasser ce droit. Même s'il ne faut pas généraliser, bien sûr, dans la police aujourd'hui, il y a des gens qui font merveilleusement leur travail. Évidemment, c'est évident. Mais ces gens-là, qui vraiment, j'en appelle à la police républicaine, à ceux qui sont républicains au sein de cette institution, qui pour protéger leur mission, pour protéger en tout cas bien sûr, protéger leur mission, ils doivent le dire, descendre dehors, dire les personnes qui dérapent ne doivent pas être parmi nous, ils doivent être sanctionnés, et c'est au ministère de l'Intérieur notamment de prendre ses responsabilités. Non mais ça commence à bien faire, cette histoire de matraque qui dérape de manière accidentelle. Je veux dire, à un moment il faut reconnaître, quand on fait un métier on peut commettre des erreurs. Et le tout c'est de reconnaître ses erreurs. Là, en plus les erreurs sont dramatiques. C'est ça qui est Alexandre, problématique. Dans son témoignage, dit encore j'ai des séquelles encore aujourd'hui, j'ai des saignements anal, etc. Donc ça fait un an que cette affaire, Christophe, c'est ça qui est problématique, c'est que on justifie, moi quand je vois tous les experts, les spécialistes de la police qui passent sur les chaînes télé, en tout cas à la télévision, qui disent à chaque fois, c'est parce que la police fait un travail fatigant, c'est parce que fait un travail difficile, parce qu'elle n'a pas les moyens, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens qu'elle veut se permettre de commettre ces atrocités. Bah non, c'est elle n'a pas les moyens, bah il y a des manières de les réclamer, ou sinon elle démissionne. C'est un poste, quand on s'engage dans la police, on sait où est-ce qu'on met le pied, et aujourd'hui, j'appelle et j'en appelle à tous les policiers qui sont sincères et honnêtes dans leur mission à venir aussi dénoncer ces comportements de leurs collègues. Même si, on le sait très bien aujourd'hui, il y a le devoir de réserve, il y a une omerta autour de cette institution, elle est protégée de manière systématique par certains politiques, on le voit très bien quand on vous posait la question à Marine Le Pen aujourd'hui, Christophe, c'est ce qu'elle répond, elle dit, moi elle commente pas la fin, elle commente l'affaire en disant, moi je fais confiance aux policiers, je crois à la version des policiers. Et par contre, il y a tous les éléments qui convergent à l'inverse.
Ouais. Alors, en tout cas, voilà, pour cette affaire, on sera probablement amené à en reparler. Suite de ce zapping avec Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui a tenté de rassurer les Français face à la nouvelle proposition des États-Unis, favorable, vous le savez, non plus à la solution à 2 États pour ce qui est du conflit israélo-palestinien. Jean-Marc Ayrault, interrogé par nos confrères de LCP, écoutez. Un dossier qui est réellement dans l'impasse, ce sont les relations israélo-palestiniennes. Oui. Et justement, il y a une sorte de bouleversement maintenant avec l'administration Trump. Quelle va être la position de la France par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore le moyen de faire quelque chose pour en sortir? Vous parliez des élections et qu'est-ce qu'on peut faire à la veille d'une élection. Je vous rappelle que nous avons tenu une conférence le 15 janvier à Paris, où 70 pays étaient représentés, les Nations Unies, l'Union Européenne, la Ligue arabe. C'était quelques jours, 5 jours avant, la prise de fonction officielle du président Trump aux États-Unis. Donc ça ne nous a pas empêché d'agir. Et ça nous a permis de rappeler de façon forte la solution des 2 États comme seule perspective pour sortir de ce conflit. Seulement, il revient derrière. La colonisation se poursuit, monsieur le ministre. Et alors, d'une part, la colonisation se poursuit, mais elle a fait l'objet d'une condamnation par le Conseil de sécurité. Mais d'autre part, il y a eu la rencontre du Premier ministre Netanyahou avec le président Trump, qui s'est conclue par une très grande ambiguïté, comme a confirmé Rex Tillerson, notamment sur la perspective de 2 États. Et là, je dois vous dire que je suis inquiet et que nous n'allons cesser de répéter, notamment aux États-Unis, parce que ils ont leur place dans la solution de 2 États pour contribuer à la négociation entre Palestiniens et Israéliens. Ils ont leur rôle à jouer, mais effectivement, il ne faut pas abandonner cette perspective. J'ai dit à Tillerson, j'ai dit, si vous abandonnez cette perspective, vous prenez le risque de créer une énorme frustration. Vous prenez le risque de laisser s'installer le désespoir et la place pour la propagande de Daesh dans cette région. Mon collègue jordanien m'a dit la même chose. Touché par exemple à Jérusalem en transférant l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ça aurait une très grave faute et tous les pays de la région sont d'accord. Donc nous n'avons cessé de mettre en garde les États-Unis et de leur rappeler que la perspective de 2 États, c'était à la fois la perspective qui redonnait d'espoir aux Palestiniens, mais c'était aussi la contribution à la paix et à la sécurité d'Israël à laquelle nous sommes attachés comme les Américains. Voilà, essayer de de rassurer quelque part et d'essayer d'insuffler une espèce de diplomatie à la française qui n'existe plus depuis bien longtemps. Jean-Marc Ayrault, qui est le pompier pyromane pour le coup. Rassuré, moi en tout cas ça m'a pas rassuré parce que surtout qu'il dit à la fin c'est inquiétant ce qui se passe aujourd'hui avec la position, en tout cas le revirement de la diplomatie américaine, avec la position de la remise en question, en tout cas la supposée remise en question de la solution à 2 États par Donald Trump, c'est aujourd'hui dangereux et ça donne un passe-droit et un feu vert à ce que faisait déjà Netanyahou, à savoir la colonisation. Il est en train de faire de la colonisation de masse en Cisjordanie et partout dans les territoires occupés. Aujourd'hui, la France, je pense, doit user de tout son poids. Les pays de la région aussi doivent le faire comprendre à leur manière aux États-Unis, parce que tant que on va dire tout ce pouvoir-là, ces pays-là ne font pas comprendre ça à la diplomatie américaine, Donald Trump ne pourra pas revenir sur ses propos. C'est malheureux de le dire. Ça va créer du désespoir et ça va encore créer en tout cas des tensions dans des pays, notamment européens, notamment en France, parce que c'est très bien, la France est sensible à ce conflit-là, et c'est très bien parce qu'on est sensible à toutes les causes injustes du monde entier. Moi, en tout cas, j'en fais partie de ces gens-là. Donc, même si des fois certains me disent, oui, vous importez le conflit israélo-palestinien, non, c'est que moi, je lutte, enfin, en tout cas, je fais partie de ceux qui lutteraient contre les injustices, d'où qu'elles proviennent, où sont, en tout cas, elles sont, où est-ce que, partout dans le monde. Ouais. Alors, en tout cas, Jean-Marc Ayrault qui essaie, de rassurer, de jouer le pompier pyromane, cette diplomatie française qui, dans bien des conflits, n'existe plus. La France n'a plus un rôle important, n'est plus forcément respectée sur la scène internationale. On a pu le voir dans le conflit syrien, on a pu le voir au travers de différents conflits, et le conflit israélo-palestinien en est un exemple concret. Alors, suite de ce zapping avec autre sujet, les médias aiment à parler des difficultés que les journalistes peuvent rencontrer en banlieue. Par contre, ils sont beaucoup plus silencieux lorsque cela concerne
concerne des crépuscules d'extrême droite. En effet, une journaliste de Mediapart, sa vie a complètement basculé, suite à une enquête qu'elle avait effectuée sur le Front National. C'est ce que révèle le patron de Mediapart, Edoui Plenel, que je vous propose d'écouter. Qui a subi des harcèlements via les réseaux sociaux, des coups de fil, de pression, de menaces, voire une situation de violence lors d'une enquête où elle allait frapper à la porte de quelqu'un qui est le trésorier du micro-parti de Marine Le Pen. Et il y a eu tout un groupe qui s'en est pris à elle, avec un individu qui a dit Marine, on va te tuer, Marine, on ira au bas de chez toi, etc. Bon, et nous avons même révélé sur Mediapart, et ça ne fait pas débat, que cette violence dans l'expression vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord ou vis-à-vis des médias qui dérangent, c'est aussi une violence interne. Mediapart a révélé, avec des images, des vidéos à l'appui, comment se réglaient des comptes dans ces groupes les plus ultras qui sont au cœur du Front National, c'est-à-dire ceux issus du GUD, du FNJ. Et nous avons révélé comment un ancien responsable s'est fait mettre à l'épreuve, en clair tabassé, avec une violence profonde. Entre gens qui partagent de la même idéologie, eh bien, ils sont capables d'en venir pas seulement aux mains, mais à des choses très humiliantes et très dégradantes. Voilà, très humiliante, très dégradante, c'est ce que révèle donc Edoui Plenel à propos d'une de ces journalistes qui travaille à Mediapart et qui a fait effectivement une enquête sur le Front National et qui aujourd'hui sa vie a complètement basculé au travers des menaces physiques, des menaces à travers des menaces donc au travers des appels anonymes, au travers aussi de mots qu'elle a reçus. Bref, Mediapart est un média qui dérange et on lui fait savoir. On lui fait savoir, oui. Est-ce qu'il y a encore un doute que le Front National est un parti fasciste ? Non. Est-ce que ces méthodes-là sont vraiment républicaines, dignes d'un parti qui respecte les lois de la démocratie et de la contradiction, etc. Mais pourquoi il n'y a pas de la part des autres journalistes une certaine, solidarité, parce qu'ils sont beaucoup à exprimer leur colère et ils ont raison de ne pas pouvoir exercer leur travail comme il se doit en banlieue ou dans d'autres quartiers de la République. Par contre, lorsqu'il s'agit des journalistes qui font correctement leur travail, à l'image de Mediapart, qui prennent des risques, qui balancent des infos, qui ont été d'ailleurs à l'origine de beaucoup de scandales qui ont éclaté et qui ont émaillé lors de ce gouvernement précédent. L'affaire Cahuzac en est un bel exemple, évidemment. Voilà, on les entend, ils sont pas nombreux à gueuler pour le coup là. Ils sont pas nombreux à gueuler, et j'irais même dans ton sens, Christophe, et ils font un silence radio à cause de cette affaire. Et d'ailleurs, hier, je sais pas si tu as suivi l'affaire, il y a Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui devait participer à une émission sur BFM TV. Ouais. Et dans cette émission, il a appris que sur le plateau, il y aurait cette fameuse journaliste Marine Truchy, d'ailleurs qui fait un travail remarquable pour l'avoir suivi. En tout cas, je la suis sur les réseaux sociaux. Et dernière minute, il a annulé sa venue en disant je ne suis plus disponible. Donc du coup, ça a été, il a refusé d'être confronté à une personne qui a enquêté sur le Front National. Et donc il lui a répondu avec un tweet comme à son habitude. Il dit je cite Philippot, on n'a pas l'habitude de débattre avec des journalistes étranges, notions étranges, non, ou je lui avoue, et dit mais Madame Truchy, vous avez un superbe prénom, parce qu'elle s'appelle Marine. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Allez, pour finir ce zapping, ça va te parler, ça, Karim, en tant qu'ancien attaché parlementaire. Les députés et sénateurs ont voté une loi en toute discrétion pour permettre, écoutez bien, tranquillement de maquiller leur corruption. Ça ne s'invente pas, et c'est un humoriste qui révèle cette affaire. Et c'est tout à fait vrai, écoutez plutôt. On a découvert un truc de malade mental. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui viennent de voter hier une loi qui permet à tous les politiciens, à tous les dirigeants d'entreprises qui feraient des magouilles, des abus de biens sociaux, tout ça, de s'extraire de toute poursuite judiciaire, d'être chat-perché par rapport à la justice, si jamais la justice ne découvre pas leur infraction au bout de 12 ans. Alors la recette, c'est simple. C'est jusqu'à présent, comme les crimes des dirigeants en col blanc, des politiciens, c'était souvent des magouilles au sommet de leur mairie, au sommet de leur poste de député ou au sommet de leur entreprise, et ben les gens pouvaient ne pas être au courant. Ils dissimulent les comptes, ils tapent dans la caisse, ils emploient leurs femmes, personne sait vraiment comment ça se passe. Et donc du coup,
coup, comme on connaissait pas leur délit, eh ben la justice pouvait les poursuivre n'importe quand. Dès qu'on découvrait, dès que quelqu'un avait dit mais au fait, il y a 15 ans, là ce que vous avez fait, c'est nous voler notre argent à public à nous. Dès qu'on découvrait, on pouvait les poursuivre. Et là, les députés, on se crède, ils disent maintenant non, en fait, il y a plus qu'à attendre 12 ans, même si personne n'a rien découvert et qu'on découvre 20 ans après que quelqu'un a détourné, je sais pas, 20 000 balles, des millions, s'est acheté un château avec notre thune à nous. Si on le découvre 20 ans après, on peut pas le poursuivre. Par exemple, Fillon, si cette loi avait déjà été votée, on aurait pu le poursuivre uniquement pour les infractions postérieures à 2005. C'est-à-dire que les 20 ans d'avant où il employait sa femme en scred et il s'en mettait plein les fouilles, ça c'est cadeau. C'est ça l'idée de l'exemplarité en politique que se font les députés. C'est odieux. On est dans un contexte où on a déjà eu l'affaire Fillon, l'affaire Cahuzac, où on a les Balkany, ça fait de moi depuis que je suis bébé, j'entends parler de leurs affaires, ils sont toujours pas en tôle, donc il y a une défiance, une méfiance face à cette classe politique qui est très très loin d'être irréprochable. Et qu'est-ce que font les députés? Bim, ils donnent une prime au pouvoir. Si vous arrivez à bien maquiller votre trace, vous serez pas inquiétés. Mais ils se moquent de nous, hein. Ils se rendent pas compte que c'est pas une affaire d'opinion politique, de parti ou de couleur partisane, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un scandale ce que nous fait cette classe politique. C'est un scandale de s'en mettre plein les fouilles, de ne pas être exemplaire, de rester au-dessus des lois et de tranquille narguer la justice et narguer les Français en fait. Ils se rendent pas compte de ce scandale et à quelques-uns dans l'Assemblée nationale, ils votent des protections pour leurs potes. C'est abusé. Là, il est temps qu'on se réveille et c'est maintenant. Alors c'est incroyable. Pour faire résumé de cette affaire, donc tout délit qui dépasse les 12 ans, impossible de poursuivre le député. C'est exactement ça. Donc si on pour prendre un exemple qu'on connaît tous, Fillon, effectivement, tout ce qui est au-delà, avant 2005 ne peut pas être poursuivi. Dans le sens, voilà, ça c'est une loi qui a été votée comme le dit l'humoriste pour reprendre son terme, en scred. En fait, c'est pas une loi, c'est un amendement, si tu veux, qui modifie la loi, qui a été voté, je pense, certainement par pas plus d'une trentaine ou quarantaine de députés présents et en commission. C'est vraiment, c'est ça aussi, c'est un problème de démocratie française, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées malheureusement avec 20, 30, 40 députés maximum, parce que pour la simple et bonne raison, parce que les autres sont tous quasiment tous des cumulards, ont des activités ailleurs qu'à l'Assemblée nationale. Ils sont pas là, ils sont là que pour les activités du mardi, mercredi, pour les conseils, pour les questions au gouvernement, parce qu'il y a la télé, parce qu'ils passent à la télé. Après cela, les lois votées le jeudi ou le vendredi, voire le samedi, parce que ça existe pour certaines lois, dans certaines commissions, il n'y a pas beaucoup de députés. Ça fait des fois la démocratie quand on dit l'Assemblée a voté. Non, c'est quelques députés ont voté pour, ou contre, et c'est toujours les mêmes généralement. C'est tous ceux qui sont en Île-de-France, ceux qui sont à côté, qu'on appelle dernière minute. On a besoin de renfort à l'Assemblée, il faut aller voter. Donc c'est malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ce sont les pratiques de la 5e République. D'ailleurs, l'affaire de France, l'affaire Fillon, on fait partie avec tous les scandales révélés, avec tout ce qui était. Ce sont des pratiques légales, comme il le dit bien. Je dis bien légales. Employer ses enfants, son épouse, mais ce sont des vieilles pratiques de la 5e République qu'il est temps d'abolir. Ouais. D'ailleurs, je vais en parler dans mon avis tranché. Très bien, on va en parler dans un instant justement. Ça en est tout pour le zapping et pour aujourd'hui. À retrouver dans un instant les avis tranchés de Monsieur Zia Serlouati et de Karim, donc sur France Maghreb 2. On va parler ainsi de la colonisation et de toute cette tornade autour de cette phrase prononcée par Macron. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup je dis pardon, un coup je maintiens. Bref, on n'y comprend plus rien. Donc le tout de faire un petit point dans cette affaire et sur ces propos de Macron. Et Karim, on va parler un petit peu de l'Assemblée nationale, puisqu'il connaît très bien. Il a été attaché parlementaire pendant de nombreuses années. Donc un petit peu savoir quel est le statut des députés. Hein, c'est ça, on va parler de ces différentes enveloppes. Exactement. Vous saurez tout dans un instant, ne bougez pas, c'est le LGF sur France Maghreb 2. Et à la question que l'on débattra ensemble après 17h, après les avis tranchés donc, Jean-Luc Mélenchon peut-il à lui seul faire perdre la gauche à la présidentielle en refusant l'alliance avec Benoît Hamon? Benoît Hamon qui aurait trouvé visiblement un accord avec Yannick Jadot, des Verts, des écologistes. Mélenchon n'entend pas du tout aller dans ce sens. On en reparle avec vous. Vous pouvez également répondre par le biais de la page Facebook France Maghreb 2, par mail lgf@francemaghreb2.fr et puis en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. À la question, Jean-Luc Mélenchon peut-il faire perdre la gauche à la présidentielle en refusant cette alliance avec Benoît Hamon pour faire tenter de gagner en tout cas la gauche à la présidentielle? Benoît Hamon donc avait ouvert la porte donc à une alliance. Yannick Jadot, visiblement ça semble presque fait.
Pour ce qui est de Mélenchon, on y reviendra tout à l'heure. Vos avis nous intéressent par mail lgf@francepagreb2.fr ou par le biais de la page Facebook aussi France Maghreb 2 pour vos commentaires ou en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Avant de retrouver les avis tranchés, petite information en bref, messieurs dames, puisque c'est un maximum d'infos qu'on vous livre dans cette émission LGF, des infos qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, même pas du tout d'ailleurs. En Égypte, 10 peines de mort confirmées par la Cour de cassation. Ces condamnations avaient été prononcées à l'encontre de supporters impliqués dans les émeutes de Port Saïd de 2012, lors desquelles 74 personnes avaient été tuées dans un stade après un match de football. Voilà, donc 10 peines de mort ont été prononcées donc par la Cour de cassation d'Égypte. Un petit commentaire, non ? Bien sûr. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va entendre de plus en provenance de ce pays-là? Je veux dire, on a vu les massacres qui ont déjà eu lieu avant, et le pire, c'est que nous sommes en train de travailler avec ce pays-là de manière normalisée. Je veux dire, on joue un rôle en dénonçant. Le problème, c'est que la relation avec ce pays a été normalisée. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ouais. Tu parles des affaires économiques notamment? Oui. Récemment, c'est justement le navire que la France a vendu à l'Égypte, les Rafales, il y a la construction de plein d'autres projets quand Hollande est parti voir Sisi, notamment, qui a été reçu en grande pompe par Sisi. Tout le monde, les grandes ONG ont dénoncé cette rencontre, cette visite. Son accueil en grande pompe aussi. Et exactement, son accueil qui a été, en tout cas pour moi, qui est une erreur de la diplomatie française, parce que si vous voulez qu'un pays vous respecte, en tout cas, soit se conforme aux décisions et aux valeurs, aux convictions auxquelles vous croyez, vous devez lui mettre la pression. Et la première pression, c'est la pression économique. Donc aujourd'hui, si on ne met pas la pression économique aux dirigeants égyptiens, ils vont continuer à faire des exactitudes, malheureusement. La peine de mort, c'est une peine d'un autre temps. Et la France, avec notamment payer des droits de l'homme, doit le dire et saura le dire, notamment à l'Égypte. Ouais, en tout cas voilà pour cette décision donc de la cour égyptienne. On pourra évidemment en reparler un petit peu plus longuement plus tard. Mais pour l'heure, voici messieurs dames les fameux avis tranchés. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors on va parler dans ce premier avis tranché que va nous proposer Karim, justement, de l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que tu voulais nous expliquer ainsi, et profitant de ton expérience aussi, donc je fais ça en tout cas comme une synthèse que j'ai pu voir avec mes propres yeux. Je parle pas de mon ancien patron, député, mais je parle aussi de toutes les pratiques que j'ai vues et entendues dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Tu sais, à l'Assemblée nationale, il y a un budget qui est voté chaque année pour cette assemblée. Et dans ce budget-là, il y a 50% du budget de l'Assemblée nationale va dans ce qu'on appelle les indemnités des élus. Dans le salaire, l'enveloppe, trois enveloppes, les salaires, les indemnités pour payer les collaborateurs, et puis les indemnités pour payer tous les frais auxquels un député rencontre lors de son exercice de mandat. C'est la dernière enveloppe pour moi qui pose plus problème. Malgré l'actualité actuelle, malgré Pénélope Fillon avec les histoires d'attachés parlementaires, Fillon n'a peut-être pas respecté la loi, ça la justice le dira, mais en tout cas, il avait bien droit d'embaucher sa femme, mais est-ce qu'elle a bien travaillé ou pas, ça la justice de le dire. Donc moi, je parlerai de l'enveloppe donnée. Vous savez, tu sais, Christophe, à un moment donné, Fillon, il avait dit d'ailleurs dans la campagne, j'ai qu'un seul compte, un seul compte bancaire avec ma femme et tout ça. Ouais. Alors qu'à l'Assemblée nationale, on impose deux. Déjà, pour être député, on t'impose là un compte pour qu'on te verse ton salaire. D'accord. Et un autre compte pour qu'on te verse ce qu'on appelle l'IRFM, l'indemnité de représentativité de frais de mandat. L'IRFM, alors, c'est une enveloppe qui est donnée sans règle. Quand je dis bien sans règle, les députés l'utilisent pour des déplacements, pour payer leurs billets, sachant qu'ils ont un abonnement SNCF et des allers-retours, ça dépend de ta circonscription, mais tu as des allers-retours chez Air France, qui sont pris en charge par l'Assemblée nationale. T'as l'accès au restaurant de l'Assemblée nationale, t'as l'hébergement à l'Assemblée nationale, t'as ta résidence à l'Assemblée nationale pour tous les députés qui sont hors Île-de-France, qu'on appelle députés de province.
tout ça, ce sont on va dire, la vie quotidienne d'un député. Et t'as cette enveloppe-là qui pose problème parce que elle est soumise à aucun contrôle, pour ma part. Et quand je dis aucun contrôle, c'est c'est les députés eux-mêmes qui contrôlent cette enveloppe. C'est-à-dire, il y a eu des dérapages, il y a eu quelques dérapages. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un député qui est toujours en exercice, c'est un député Pascal Terrasse, qui a utilisé cette enveloppe pour se payer des voyages privés en Espagne, au Sénégal, en Égypte, et il le dit, il l'a reconnu, il s'en excusait et tout ça, mais pas de sanction. C'est ça qui pose problème. Il y a un autre député de l'ancienne mandature sous Sarkozy, c'est un député de droite en tout cas, qui a acheté son local de permanence. C'est juste incroyable. Il a acheté un local, c'est-à-dire pendant 5 ans en tant que député, il a pris un crédit, c'est une députée en tout cas, elle a pris un crédit, elle payait ses loyers avec l'IRFM, et puis à la fin du mandat, elle est plus élue. La permanence, les locaux de la permanence lui reviennent. Ça, pour moi, c'est de notre pratique. Jean-Jacques Urvoas, dont on parle, a fait la même chose, a acheté sa permanence, sa circonscription, en circonscription, avec les frais, avec l'IRFM. Ce sont des pratiques d'un ancien mandat. Il faut pas oublier qu'un député est à la tête d'une entreprise de service public. Ce sont de l'argent public. Ouais. Quand on lui donne de l'argent, c'est de l'argent public. Le financement de cette entreprise, en tout cas, qui est assuré par l'Assemblée nationale bien sûr, et il doit pas l'avoir comme un salaire. Aujourd'hui, beaucoup de députés, malheureusement, l'utilisent comme un salaire. Il y en a qui achètent Barbara Pompili, qui est aujourd'hui secrétaire d'État, a avoué qu'elle allait chez le coiffeur avec, elle se payait des tailleurs avec, c'est juste incroyable. Et j'en passe des pratiques, je peux pas toutes les dévoiler ici, parce que, voilà, il y a des choses qu'on peut pas dire comme ça, j'étais en voiture, mais il y a des choses, moi, je demande, aujourd'hui, je sais que demain, il y a une réunion à l'Assemblée nationale, c'est l'année dernière d'ailleurs, parce que à partir de mars, elle va plus siéger à l'Assemblée nationale en France. Le président de l'Assemblée nationale a le pouvoir d'inscrire dans l'ordre du jour ce sujet-là de la transparence de l'Assemblée, de cette institution. Pourquoi? Je dis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et d'ailleurs l'humoriste que tu as passé tout à l'heure, il parlait de tout ce que plein de gens pensent, cet anti-parlementarisme permanent. Tous les supporters du Front National, l'extrême droite d'ailleurs, versent beaucoup dans ce discours-là d'anti-parlementarisme. Regardez combien ils gagnent, regardez, ils sont intouchables, ils sont ceci, ils sont... Et pour renforcer, ou en tout cas pour les contre-argumenter, pour arriver devant ces gens, leur dire, regardez la transparence que j'ai, regardez moi mes comptes. La Cour des comptes doit prendre son mot, en tout cas le président de l'Assemblée nationale doit saisir la Cour des comptes pour dire, venez vérifier les comptes de ces députés-là. Et pas sur son mandat-là, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été faites, je pense, et à mon modeste niveau, je pense qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été faites. Mais en tout cas, pour les prochaines législatives, enfin en tout cas pour mandature, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, les députés doivent se saisir cette console-là, parce que ce sont des pratiques, des anciennes pratiques de la Troisième République, c'est même pas la Cinquième République, de la Troisième République, qui doivent être en tout cas révolues. Et là, le seul qui en a le pouvoir aujourd'hui, même si c'est un sujet tabou, ce sont les députés eux-mêmes. Bah écoutez, merci beaucoup Karim, ça, en même temps on n'est pas très étonné, Yasser, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Je veux dire, il n'y a pas une semaine qui passe sans nouveau scandale, sans nouvelle révélation. Donc maintenant, tu parles à l'instant de Marine Le Pen, donc elle-même qui crie 300 000 euros, 300 000 euros d'emploi fictif d'attaché parlementaire. Il y a une perquisition en cours actuellement, en ce moment même, suite à l'affaire des assistants parlementaires. Voilà, elle dit, exactement, les assistants parlementaires de Marine Le Pen ont travaillé pour la campagne de Marine Le Pen en France et n'ont jamais même eu des badges pour rentrer dans le Parlement européen. Ils ont été rémunérés par les députés proches de Marine Le Pen au Parlement européen. C'est scandaleux, ce sont d'emplois fictifs. Et ça renforce encore une fois. Et malheureusement, quand on voit le traitement médiatique par rapport à Fillon, c'est juste incroyable. Il y a normalement les médias doivent traiter les deux affaires en même temps et pas s'acharner comme dit Fillon. Ça le permet de sortir en victime et épargner Marine Le Pen. Voilà, donc vous savez tout presque maintenant sur les assistants parlementaires et sur les parlementaires, sur les députés et sur leur comment dirais-je, leur passe-droit, enfin leur fonctionnement, leur privilège. On peut parler de privilèges, exact. Nombreux privilèges. C'est juste pour une anecdote, Christophe. En Suède, par exemple, si je prends bien même si les gens qui connaissent un peu la Suède, ils disent tu es trop optimiste pour prendre la Suède comme modèle. La Suède, genre il y a une ministre qui a démissionné parce qu'elle a envoyé un bouquet de fleurs
Ouais. Bouquet de fleurs, je dis bien bouquet de fleurs payé par son ministère à quelqu'un de sa famille. Elle a démissionné d'elle-même. Ça a provoqué un scandale, mais ça a duré 2-3 jours. Elle est partie d'elle-même. Ça devrait être l'exemplarité quand on demande l'exemplarité au peuple, on doit être soi-même exemplaire. Exact. Alors, voilà pour cet avis tranché signé donc Karim. On va passer maintenant et faire le point un peu sur ces déclarations autour de cette phrase prononcée par Emmanuel Macron en Algérie sur la colonisation. Monsieur Yasser Louati. Jingle s'il vous plaît. Jingle, on y va, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, le temps donc de faire le point sur ces affaires, sur ces déclarations et sur ces réactions aussi, Yasser Louati, autour de cette phrase prononcée par Macron en Algérie. Alors c'est pas seulement Macron, je vais quand même parler de mon pays, dirigé par une élite bienveillante. La France, donc, n'en a pas fini de se rouler dans la honte et le déni au sujet de ses crimes pendant l'ère coloniale. La récente polémique autour d'Emmanuel Macron, qui s'était distingué avec une première déclaration en faveur de la colonisation, qui aurait selon lui apporté bien sûr la civilisation. Puis, pendant son déplacement en Algérie, il a fait un volte-face en déclarant, je cite, que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Puis, nouveau volte-face, beaucoup avaient applaudi, super, on va voter Macron. Mais non. Il s'est rétracté et s'est excusé en demandant pardon à ceux qui l'auraient pu blesser et qui étaient, je cite, qui auraient pu, ou qui aimaient, je cite, l'Algérie plus que les Algériens eux-mêmes. En gros, il avoue que ceux qui étaient là-bas n'étaient pas Algériens. Bon, au moins, c'est un lapsus qui est quand même assez révélateur. Par contre, niveau colonne vertébrale, je sais pas si c'est de la guimauve, mais en tout cas, c'est pas vraiment très solide. De l'autre côté, on a Jean-Luc Mélenchon, là, de la France Insoumise, qui intervient sur Europe 1 et nous dit qu'il faut parler de la colonisation ou de la guerre d'Algérie avec précaution. Comme si les massacres perpétrés sur place avaient été, eux, commis avec précaution. Et pour couronner le tout, on a ce matin Valérie Pécresse qui monte au créneau à la radio et qui déclare, en s'en prenant à Macron, qu'il aurait osé comparer Jules Ferry à Hitler. Mais peut-on vraiment comparer Jules Ferry à Adolf Hitler? Je vous laisse juger. Dans un discours à l'Assemblée nationale, le 28 juillet 1885, voilà ce qu'il déclare. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles de civiliser les races inférieures. On va continuer. Jules Ferry était-il seul? Absolument pas. La pensée du temps, c'était qu'il fallait dominer ces populations autochtones, quitte à les massacrer. Et on a donc les massacres de la colonisation qui étaient théorisés et justifiés. Prenons voir par exemple un certain Ernest Renan, un des pères de l'orientalisme, qui disait dans sa réforme intellectuelle et morale de 1871, « Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. » Quand on rappelle le code de l'indigénat en Algérie, on voit bien que c'était pas dû au hasard. Et pendant que les morts se comptaient par milliers durant la conquête de l'Algérie, ce qu'on appelait de manière plus politisée la pacification, Alexis de Tocqueville, qu'on révère comme un grand penseur, ouvre les guillemets. Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides qu'on nomme razzia et qui ont pour objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux. Dis donc, niveau civilisation, je pense avoir vu mieux. Cette pensée raciste s'est même illustrée dans ce livre qu'on a tous étudié au lycée. Vous vous rappelez tous de Bel-Ami de Maupassant. Qu'est-ce qu'on y lit? Ouvrez les guillemets. L'arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. En fait, il racontait une petite anecdote où un arabe se fait tuer par des soldats qui sont en permission. Et voilà comment ça se termine. Alors, les massacres commis en Algérie, à Madagascar, en Indochine ou dans les possessions d'outre-mer n'étaient pas des accidents, ni des événements isolés, et encore moins des excès. Ils avaient été théorisés, mûrement réfléchis et mis à contribution au profit d'une domination aussi bien économique,
que politique. Beaucoup sont nés avant la honte et ceux qui aujourd'hui minimisent l'œuvre abjecte de la colonisation sont les mêmes qui aujourd'hui minimisent le racisme qui gangrène la société française. Si l'œuvre coloniale française avait été civilisatrice, les Algériens n'auraient pas eu un statut de citoyen de seconde zone et il n'y aurait pas eu, comme je le disais tout à l'heure, le code de l'indigénat. Si l'œuvre coloniale était véritablement civilisatrice, la France reconnaîtrait ses crimes comme tout pays civilisé voulant avancer, justement pour faire la part belle à la soi-disant œuvre civilisatrice. Mais que personne ne se fasse d'illusions. Après avoir elle-même commis des génocides en son nom propre, la France a joué aussi un rôle actif dans le génocide rwandais de 1994 et est restée silencieuse pendant le génocide commis à l'encontre des musulmans de Bosnie. Quand on additionne tout cela à l'œuvre française en termes de collaboration avec les nazis et de déportation de juifs, on peut estimer que la pensée racialiste française était un véritable affront à l'idée même que l'humanité puisse sortir de ce bourbier qu'on appelle la tentation de la domination. Et donc, j'en termine en appelant à chacun de ceux qui nous ressemblent, de près ou de loin, par la couleur de peau, par la religion, par l'appartenance nationale, culturelle ou je ne sais quoi, tant qu'il y aura un refus de refuser ce que la colonisation a fait subir à d'autres peuples, nous aurons pour obligation d'éduquer nos enfants. Nous aurons pour rôle d'éduquer nos enfants afin de leur rappeler ce que la France leur doit et la dette historique de la France envers l'Afrique. Yasser Louati pour son avis tranché. Karim, ça t'évoque quoi tout ça? Moi, ça m'évoque un peu la désillusion dont est la politique, en tout cas les hommes politiques français aujourd'hui, notamment Emmanuel Macron, qui a voulu séduire en tout cas l'électorat algérien. Il a voulu faire du marketing électoral, pardon pour l'expression, mais c'est un peu ce qu'il a voulu faire. Sauf que en rétropédalant, en revenant sur ses propos, en disant, en voulant à chaque fois plaire à son audimat et à chaque fois aux personnes en face de lui, et pour moi il a seulement séduit les maîtres des lieux et pas les Algériens. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Yasser, merci Karim pour vos avis tranchés. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler maintenant si vous souhaitez peut-être réagir aux avis tranchés de notre ami Yasser ou de Karim. Avant d'entamer peut-être notre premier débat, on va prendre un appel. Tiens, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Christophe, bonsoir à tout le monde, à Monsieur Karim, à Monsieur Louati, à tous les responsables de cette radio. Je tiens simplement à parler sur le sujet précis de Monsieur Mélenchon, à propos de la gauche. Moi, je ne comprends pas comment un type qui fait 10% dans les sondages veut jouer tout seul sans être avec l'ensemble de la gauche. Vraiment, ça va être un vrai danger. Parce que je vous dis franchement, moi vraiment, j'ai peur que Madame Le Pen, elle passera au deuxième tour. Et si Madame Le Pen passe au deuxième tour, ça va être vraiment, je préfère une personne de droite face à elle qu'une personne de gauche. Parce que le Front républicain, s'il y a Madame Le Pen face à une personne de gauche, il va voter plus pour Madame Le Pen que pour le monsieur de la gauche. Et c'est incroyable. Je vois la gauche actuellement, même avec Macron. Moi, à la place de Macron, je ne cite pas ce mot-là qui est un sujet vraiment. Moi, j'ai bien aimé Macron de parler de la colonisation, mais c'est un point très sensible ici en France. Je pense que c'est pas le moment pour lui de Macron de le dire après les présidentielles, il sera président. Et on en voit actuellement qu'il est dans les sondages. Les sondages, ils sont en train de s'entasser à propos de cette. Mais ce que j'ai peur, je préfère une personne de droite face à Madame Le Pen. Qu'une type de gauche, parce que je vous dis que les gens de droite voteront plus, ne respectent pas le Front républicain face au Front national que les gens de gauche. Merci Kamel pour votre réaction. D'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Kamel à moitié d'accord et pas d'accord pour la simple bonne raison, c'est que quand je vote, moi je regarde effectivement les personnes, mais je regarde aussi les programmes. Donc quand on me dit je préfère parce que pour des raisons des calculs et pour un calcul électoral, voilà, en me disant je préfère voter pour quelqu'un de droite parce que la droite tient plus au Front républicain par rapport à Le Pen que quelqu'un de gauche, à un moment donné c'est un peu de la poudre aux yeux. Moi je regarde les convictions. Aujourd'hui il y a des gens, moi
moi je suis évidemment de conviction de gauche, et ça c'est un secret pour personne, et c'est pas parce que quelqu'un de droite tient mieux la route devant Marine Le Pen que je vais aller voter pour lui. Non, aujourd'hui c'est simple, je regarde aujourd'hui qui est capable en tout cas à porter en tout cas l'électorat de gauche vers la victoire. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il y a Mélenchon et Benoît Hamon, c'est les deux pour l'instant. Macron, je ne le considère pas comme un homme de gauche pour moi, pour la simple et bonne raison, c'est que j'attends d'abord son programme. Il en a pas. Donc et il en a pas pour l'instant. Deuxième chose, c'est que tant que t'as pas de programme, donc je peux pas dire où est-ce qu'il se situe. Et vu la loi Macron, vu toutes les choses que sur lesquelles j'ai pu travailler, notamment avec son cabinet quand j'étais à l'Assemblée nationale, je ne peux pas croire qu'il soit vraiment quelqu'un de gauche. À mon avis, il doit être du centre-gauche, voire le centre tout court. Alors, pour justement entrer dans ce débat, Kamel nous a un petit peu anticipé sur le coup. On se rappelle que durant les primaires, durant les différents débats, Benoît Hamon avait dit, le jour où si je suis élu à la primaire, j'irai discuter avec Jean-Luc Mélenchon, avec Yannick Jadot, pour essayer de faire ce qu'on appelle le rassemblement autour de ma candidature à la présidentielle. Il se trouve qu'effectivement, il a contacté Yannick Jadot, il a contacté, et ils se sont entretenus d'ailleurs à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon. Sauf que pour le premier, ça semble bon, pour le deuxième, ça semble très compromis, puisque Jean-Luc Mélenchon, lui, entend garder le cap, garder sa candidature. Il semblerait qu'au-delà de son refus, il y ait peut-être des conditions que les médias n'ont pas évoquées et qui font que peut-être Jean-Luc Mélenchon a posé des conditions à Benoît Hamon et que Benoît Hamon peine à répondre à ces conditions. Quoi qu'il en soit, la question, je la pose clairement à Yasser Louati, Karim, ami auditeur. Jean-Luc Mélenchon peut-il, lui, à lui seul, en refusant de s'allier à Benoît Hamon, en refusant donc le rassemblement, de faire perdre la gauche à la présidentielle, tout simplement? Mais Mélenchon a déjà une revanche à prendre sur le PS qu'il veut détruire. Donc c'est même pas la question est-ce qu'il veut gagner, est-ce qu'il veut perdre. Pour lui, s'il veut faire imposer le PS ou le faire exploser, ça dépend de quel côté on se situe. Mais moi, le fait, je veux dire, moi ça fait aucune surprise. On connaît l'animosité qu'il a vis-à-vis du PS, le complexe qu'il a par rapport à François Hollande qu'il a toujours méprisé. Moi j'oublie pas, encore une fois, je rejoins Karim là-dessus. Moi je veux dire, je me déclare pas en faveur d'un candidat en fonction de ses déclarations, mais en fonction du programme. Or, Mélenchon s'était présenté aux élections, il avait même pas de programme. Donc il s'agissait bien de répéter les mêmes mécanismes, à savoir on élit les gens en fonction de leur personne. Mais moi la personne elle m'intéresse pas, et surtout son positionnement aussi bien sur la Syrie que sur l'islamophobie que sur maintenant encore une fois la colonisation, et que il prouve qu'il est incapable de travailler en coalition ou en alliance. Non, je veux dire moi je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon a une revanche à prendre sur le PS. Je veux dire, moi je vais pas défendre le PS, absolument pas. C'est juste une question d'ambition personnelle. Karim ? Moi, je vois ça. Est-ce qu'elle est conditionnée, le fait de s'allier ou pas avec Hamon? Est-ce que c'est conditionné ou pas du tout? C'est une histoire d'ego? Évidemment, c'est conditionné à la simple en tout cas, il le conditionne à des conditions qui sont irréalisables aujourd'hui. Ouais. La première, et il le sait très bien. Quand tu demandes à Combadélis, à Jean-Christophe Combadélis, le patron du PS, quand on lui demande, Mélenchon lui demande, en tout cas, de ne pas donner l'investiture à tous les ministres sortants du gouvernement actuel, à savoir notamment Manuel Valls qui va se présenter probablement dans l'Essonne, à savoir Jean-Marc Germain probablement au député de Paris, à savoir Mariam El Khomri qui se présente dans le 18e arrondissement à Paris, pour législative je parle, à la députation, pour se présenter à la députation. Il y en a un troisième ou quatrième qui m'échappe, je crois c'est Najat Vallaud-Belkacem qui se présente à Lyon aussi, donc pareil, il a fait de ces personnes-là, comme quoi, si le Parti socialiste les reconduit, en tout cas leur donne la confiance pour conduire une liste pendant les législatives, c'est qu'ils assument, en tout cas, ils les considèrent des artisans du bilan catastrophique du mandat d'Hollande, donc par défaut ne doivent pas se présenter. Donc c'est l'une des raisons qui bloquent. Il y a aussi, et puis sur la forme, sur le fond, il y a le revenu universel que Mélenchon ne partage pas, il y a la réforme fiscale que Mélenchon n'a pas les mêmes lectures de jeu, il y a le plan international. Alors, ne bouge pas Karim, on va continuer en débattre dans un instant avec nos auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs réagir, il y en a quelques commentaires que je vous lirai dans un instant sur la page Facebook France Maghreb 2, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr. 01 40 33 9000. La question est simple. La réponse aussi devrait être finalement assez simple.
Mélenchon peut-il à lui seul faire perdre la gauche à la présidentielle en refusant de s'allier avec Benoît Hamon? On en reparle dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati, avec Karim qui sont avec nous évidemment aujourd'hui pour vous accompagner, pour décortiquer cette actualité. Et le débat du jour, la question du jour en quelque sorte, c'est Jean-Luc Mélenchon peut-il donc à lui seul faire perdre la gauche au premier tour de la présidentielle, refusant donc de s'allier avec Benoît Hamon? C'est ce que l'on vous pose comme question. Et tiens, il y a Yann sur Facebook qui dit avec ou sans Mélenchon, la gauche n'est pas prête de gagner. Pour Yann, hein, c'est le commentaire donc sur la page Facebook France Maghreb 2. Est-ce que la gauche est visiblement condamnée comme on entend nous le faire croire depuis un certain temps maintenant? Moi je le pense pas, hein, personnellement, pour la simple et bonne raison, c'est que s'il y a une élection où personne ne peut donner, en tout cas les personnes, enfin en tout cas les candidats qui seront au deuxième tour, c'est bien celle-ci. Elle est indécise. Je pense aujourd'hui s'aventurer ou s'avancer à dire lui il sera pas là ou lui il sera là. On a bien vu les sondages, ce que valent les sondages. On a bien vu ce que valent les prédits. En tout cas les pronostics des soi-disant des experts en politique. On a bien vu ce qu'elle a donné sur l'élection américaine, ou encore sur la primaire de droite, ou encore sur la primaire de la gauche, où personne n'a vu Benoît Hamon sortir au-delà haut et fort de la primaire. On a bien vu ce que ça donnait avec la débâcle de Sarkozy pour Valls, alors que il avait tous les éléments en main pour gagner. Donc voilà, moi je dis je n'en sais rien. La gauche peut gagner, la droite peut gagner, et l'extrême droite évidemment est encore plus près du pouvoir que auparavant. Je vais te reposer la question différemment. Est-ce que Marine Le Pen est peut-être la mieux placée au jour d'aujourd'hui pour remporter cette élection ou pas? Est-ce que on s'est dit pendant de nombreuses années c'est pas possible, de toute façon elle est peut-être en haut des sondages mais elle ne passera jamais présidente. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler avec un peu moins de certitude, se dire Marine Le Pen peut passer à la présidence? Si on pose la question comme ça, pardon Yasser, pour moi elle peut gagner, mais sauf que au deuxième tour, il y a encore beaucoup de gens qui disent c'est impossible, etc. Elle va peut-être pas gagner au deuxième tour, mais je pense qu'elle perdra pas à 80% de Jacques Chirac. Il y aurait je pense du 55-45 si c'est filles en face. Hein. Yasser? Tu sais, Christophe, il y a un résistant qui est assez connu qui s'appelle David Rousset. Quand il est revenu des camps de concentration, il disait un truc qu'il faut regarder en tête. C'est que les hommes ordinaires ne savent pas que tout est possible. Ouais. Qui aurait pensé que Trump gagnerait la présidentielle? C'est sûr. Donc il a été largement discrédité. Les libéraux surpassent et la gauche américaine se gargarisait. Il est stupide, il est nul, c'est un menteur, c'est un misogyne. Et patati et patata. Et à la fin, il se mangeait une claque. Qui aurait pensé que le Brexit, qui mais c'est pas tout à fait pareil dans le sens où quand même le système américain permet, comme ce fut le cas encore, à Trump d'être élu, bien que Hillary Clinton ait eu plus de voix que lui. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, c'est vrai quoi. Il n'y a pas de collège électoral en France. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe de personnes qui votent par procuration. Néanmoins, Trump n'était pas vraiment donné gagnant. Les gens se disaient, il était complètement décrédibilisé. Ouais. Il y a quand même eu l'affaire des propos sexistes qu'il avait tenus dans les vestiaires. Puis il y a eu les différentes révélations. Non. Par contre, là où il y a certaines limites aux ambitions de Marine Le Pen, c'est que sa base électorale n'est pas assez large pour lui permettre de dire voilà on peut gagner de manière assez objective. Non, là tout se jouera sur sa capacité à rassembler, et on voit que Marine Le Pen est déjà minée par les affaires, ce qui n'est pas nouveau. Oui, perquisition en cours au siège du Front National, je le rappelle. Perquisition en cours au siège du Front National. Bien sûr, les médias offrent toujours une plateforme à Marine Le Pen et à la droite pour se justifier ici et là. Mais bon, encore une fois, pour moi, rien de jeu d'avance. Vraiment, absolument rien. Moi, j'estime que le seul qui pourrait avoir une ouverture, c'est celui qui prendra des positions radicales et qui remettra en question le dogme néolibéral ou plutôt social-libéral adopté aujourd'hui. Mais celui qui rentre dans la petite salade, quelques petites réformes cosmétiques à gauche à droite, non, je pense que celui qui envoie un vrai programme de rupture en faveur des classes populaires et en faveur de l'égalité aura peut-être ses chances. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'homme à l'écharpe rouge, là, Christophe Barbier, l'éditorialiste, qui déclare... L'imposteur? Le menteur? Qui déclare que Fillon pourrait être président s'il y avait un petit attentat ou deux? Non mais...
Franchement, le simple fait qu'ils disent ça montre que les attentats, c'est vraiment. Tu imagines si c'est toi qui as dit ça, Christophe? Christophe Barbier, je cite. Mais tu imagines si c'est toi qui dis ça, tout le pataquès de la presse, tous les délits que tu supposais qu'on pourrait t'inventer d'avoir dit ça. Là, c'est Christophe Barbier qui se permet de dire ça sur BFM TV. Et c'est passé crème, normal. Et personne en dit. Tu imagines si c'est Yasser qui dit ça ou c'est moi qui dis ça sur une radio ou une chaîne publique. Et là, il avait encore avec peu de chance, si t'as des origines un peu arabes ou maghrébines, alors là, c'est juste. Là, je pense que tu seras au tribunal. Hein. Donc on se pose des questions. Franchement, une déclaration comme celle-là. Est-ce qu'il les souhaite? Veut dire franchement, on se pose même des questions sur les attentats. Là, ça va alimenter toutes les thèses complotistes. Oui, absolument. Avant de passer au j'aime ou j'aime pas, une petite information bref. La diplomatie de la sous-région, on est au chevet de la Libye alors que le pays est plus que jamais dans l'incertitude, vous savez, politique. Ce sont les ministres des Affaires étrangères tunisiens et égyptiens ainsi que le ministre des Affaires maghrébines algérien qui se sont rencontrés hier à Tunis. Leur objectif était de tenter de débaucher une solution politique pour leurs voisins libyens. Aujourd'hui, ils doivent rendre compte des conclusions de leur discussion au président Béji Essebsi avant de les remettre donc aux deux autres chefs d'État, à savoir El-Sisi et Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que cette alliance, j'allais dire Algérie, Tunis, Égypte, peut essayer de trouver un règlement à la situation qui perdure en Libye? Mais absolument pas. Rien que le nom des intervenants leur retire tout crédit. On a Sisi, Essebsi et Bouteflika. Bouteflika, je sais même pas s'il peut encore s'exprimer correctement ou réfléchir convenablement. Essebsi, il est à 90 ans ou 92 ans. Et donc, il est complètement déjà déconnecté de ce qui se passe en Tunisie même. Quant au maréchal Sisi, avec quelle légitimité est-ce qu'il va venir présenter un programme de sortie? Mais faut arrêter. Je suis complètement d'accord. Et même, je soupçonne que ça soit un coup monté par l'Algérie contre le Maroc qui avait pris les pourparlers qui avaient commencé au Maroc. Parce que on sait les dirigeants de ces deux pays-là, ils sont lancés dans une guerre d'ego. Si le Maroc dit blanc, l'Algérie dit par défaut noir, et c'est l'inverse. Malheureusement, ce conflit ne se réglera pas. Je suis même persuadé, ça me surprend qu'il y ait juste en tout cas dans la discussion la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie et pas le Maroc, alors que le Maroc au départ il avait réuni là où c'était les premières réunions pour tenter de trouver une solution au conflit libyen. Ça a commencé au Maroc avec toutes les instances internationales. Malheureusement, encore une fois, ce sont des basses manœuvres entre les Algériens et les Marocains. C'est ça ne fera jamais avancer. C'est le genre de truc où je militerai toujours contre, parce que nous sommes des pays frères. Moi, je m'estime en tant que Français d'origine marocaine. On s'estime en tout cas, ce sont des pays frères. Le peuple s'estime. Moi, en tout cas, on a beaucoup d'estime entre les deux peuples. Par contre, les dirigeants, il y en a certains qui ne méritent pas leur place. Ouais. Allez. On passe au j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2, c'est parti dans le grand forum. Il y a Sarlouati, Karim aujourd'hui pour le j'aime pas et la version je m'en fous aussi, n'hésitez pas. Tiens, perquisition en cours au siège du Front National, le parti dénonce une manipulation médiatique pour perturber la campagne. Franchement, je m'en fous. Là, c'est. Alors, les médias sont les bienvenus quand ils m'invitent, d'accord. Quand je squatte les médias, tout va bien, mais quand je me retrouve perquisitionné, ça va plus parce qu'ils ont relayé l'information. Un peu de sérieux. Karim, t'aimes bien? Moi, j'aime bien. Ouais, d'accord. 1800 emplois supplémentaires chez Amazon France pour l'année 2017. Pardon, redis? 1800 emplois supplémentaires chez Amazon France, pour 2017. Dans quelles conditions de travail? Je ne sais pas, c'est pas précisé. Ça. C'est du Amazon, c'est pas des salaires convenablement payés dans des bonnes conditions de travail. Ouais, donc on aime à demi-mesure. Moi, j'aime à condition effectivement que les conditions de travail, parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas si t'as vu des reportages qui sont sortis sur les conditions de travail chez Amazon. Donc, est-ce que c'est recruter de l'humain pour essayer de le remplacer dans 10 ans? J'en sais rien, mais en tout cas, à condition de respecter la pérennité de cet emploi. Tiens, le téléphone rouge de Hitler vendu aux enchères pour la modique somme de $243 000.
Le téléphone rouge qu'utilisait Hitler, vendu aux enchères pour la modique somme de $243,000. Abject. Abject. Je sais pas qui a eu l'idée, enfin qui a eu déjà de vendre ce téléphone. À mon avis, peut-être pour une œuvre caritative, pourquoi pas. Mais qui a acheté ce téléphone? C'est plutôt la question que je me pose. Ouais, bah pour l'instant, on sait pas qui l'a acheté. En tout cas, il est mis aux enchères. Bon, en tout cas, j'aime pas du tout, mais j'aimerais bien savoir qui l'a acheté. Bon, alors tiens, pour faire référence à la proposition de Fillon, une proposition reprise de Sarkozy, selon un sondage, 61% des Français favorables pour la majorité pénale à 16 ans. J'aime pas du tout, pour la simple et bonne raison, si je le redis encore sur cette antenne, si François Mitterrand avait écouté les sondages dans les années 80, il n'aurait jamais aboli la peine de mort. Ouais. Oui, donc du coup, si on gouverne à coup de sondage, on sait où ce que ça amène, on sait ce que ça a amené Sarkozy notamment, avec les excès de commandes de sondages. Les sondages, c'est pas tous les Français, ce sont 1000 personnes, et j'aimerais bien qu'on change ça. Les Français pensent, j'aimerais bien qu'on redéfinisse, qu'on pose la question, 1000 personnes, échantillon de la population française, on peut revoir la formule, et je suis allergique à ce genre d'enquête. Mon cher ami Yasser. Je rejoins Karim là-dessus 200%. Il a très bien dit, donc je n'ai rien à rajouter. Pour le sénateur et ancien ministre Gérard Longuet, vous connaissez, proche de François Fillon, il a affirmé hier sur Radio J, qui est une radio communautaire, qu'il n'était pas islamophile, mais qu'il avait un certain problème avec l'islam. Selon lui, un vrai problème avec l'islam. Voilà pour quelques propos assez abjects que retranscrit d'ailleurs Le Point aujourd'hui. J'aime. Ouais. J'aime parce que ça veut dire qu'il souffre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il prendra les transports, s'il les prend et qu'il voit des musulmans, il va avoir mal. Et étant donné la pression et l'organisation des différentes personnes qui sont justement en train de militer contre ce genre de fachos, qui ont un passif d'extrême droite connu de tous, franchement, merci Gérard Longuet. Et j'espère que beaucoup finiront par venir témoigner en disant combien ils souffrent de voir des musulmans exiger l'égalité et non pas la quémander, et qui les mettent face à leurs contradictions. Alors, il dénonce surtout un problème au fait que il y a un renforcement selon lui chaque année pour le vrai communautarisme, un profond problème donc concernant le communautarisme, un problème de construction du vivre ensemble, et il dit avec d'autres communautés on n'a pas de réel problème. Ben voyons, comme si la France n'était pas composée de communautés, comme s'il n'y avait pas un communautarisme blanc, bourgeois, catholique dans les grandes villes de France, comme s'il n'y avait pas dans les grandes entreprises et les grandes administrations un communautarisme à 100% blanc. Arrête Gérard, tu te fous du monde, pardon. Karim. C'est juste incroyable, surtout que ça vient de la bouche de quelqu'un qui, je crois qu'il y a il avait pas dit récemment. Enfin, c'est pas sa première. Hein, oui, c'est pas sa première. Il est abonné. Oui, il est abonné. Et d'ailleurs, je me rappelle que Sarkozy avait beaucoup hésité pour le prendre comme ministre à cause de son passé en Algérie. Il faut l'avoir en tête. Donc, il avait dit, je crois, que en tant que parlementaire, c'est un salaire de misère qu'il perçoit. Donc, j'aimerais bien. Enfin, je sais pas où est-ce qu'elle le dépense en tout cas, mais venant de lui, c'est un compliment. Bon, allez, tiens, pour finir, Angela Merkel, la chancelière allemande, devait se rendre en Algérie. Le voyage a été reporté à cause d'une bronchite aiguë de Abdelaziz Bouteflika, ce qui émet d'ailleurs une certaine inquiétude auprès des siens, puisqu'il serait donc bien malade. Donc, voyage reporté donc en Algérie de la chancelière Angela Merkel. J'aime pas, ou je m'en fous? Je m'en fous. Je m'en fous complètement, mais encore on nous bassine avec tous les communicants politiques aujourd'hui algériens qui s'occupent de Bouteflika. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il faut dire aux gens la vérité. Laissez-le, quoi. Ouais, évidemment, donc ils veulent pas. Et aujourd'hui, ça arrange beaucoup d'administratifs aujourd'hui qui profitent de ce temps-là pour faire passer d'autres choses. Donc c'est malheureux, mais malheureusement, c'est beaucoup le cas dans les pays africains et d'autres pays qui sont encore un peu fragiles, où la démocratie est fragile. Bon, c'était le j'aime ou j'aime pas pour aujourd'hui. Bravo messieurs. Allez, on enchaîne avant les coups de cœur et petites infos en bref. Pour le patron du Parti Socialiste, la gauche doit se rassembler sous peine d'être éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Jean-Christophe Cambadélis précise que c'est au tour du socialiste Benoît Hamon que doit se faire ce rassemblement. Options perspectives d'alliance qui sont pourtant de plus en plus irréalistes au regard des échanges du week-end entre Jean-Luc Mélenchon donc et le candidat du PS.
Grèce, Benoît Hamon, qui avait passé une partie de son week-end au Portugal. Aujourd'hui, autre personnalité en lice pour cette présidentielle à faire campagne au-delà des frontières, c'est Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite, est en visite au Liban, où elle a été reçue d'ailleurs par le président. Et c'est quand même assez rare pour le signaler. Reçue par le Liban, mais elle s'est fait quand même tacler assez sévèrement d'ailleurs, Karim, par Saad Hariri. Tout à fait. Donc Saad Hariri qui avait rappelé à Marine Le Pen en disant arrête de faire l'amalgame. En tout cas, il a publié un communiqué de presse en disant suite à une discussion, je lui ai rappelé de ne pas faire l'amalgame entre musulmans et terroristes, et surtout les premières victimes, et ça c'est très bien qu'ils le disent, les premières victimes du terrorisme ce sont les personnes musulmanes. Et elle a répondu, mais ces victimes ne comptent pas. Évidemment, donc ils ne comptent pas. Et malheureusement, le fait qu'il l'ait reçu, il lui donne une surface médiatique, il lui donne une stature présidentielle internationale dont elle avait besoin, et en tout cas il la renforce plus qu'il ne l'affaiblit. Très bien. Allez, on va passer maintenant, si vous voulez bien, avant les 10 minutes Libertad sur France Maghreb 2, où vous allez pouvoir nous appeler évidemment au 01 40 33 9000 au coup de cœur. C'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tiens, on va commencer par Yasser, Yasser Louati pour son coup de cœur aujourd'hui. Coup de cœur, c'est pour le rassemblement qui a eu lieu hier contre la corruption des élus. Donc c'est une... Ah, je suis désolé, Karim. Non, on a le même coup de mon cœur. frère, je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. En direct, bon, pour ceux qui ne nous voient pas, Karim a bugué, c'était apparemment son coup de cœur. Ouais, stop corruption, vas-y, oui, je t'en prie, vas-y. Donc c'était le rassemblement, comme quoi les grands esprits se rassemblent. Donc c'est les grands esprits sur qui se rassemblent. Coup de cœur au rassemblement d'hier, justement, ils étaient plusieurs centaines place de la République pour dénoncer la corruption des élus et pour appeler à la transparence. J'espère que c'est un mouvement qui va s'amplifier. Parce qu'au vu des lois qui sont passées pour justement renforcer l'opacité des enveloppes, par exemple de la gestion budgétaire au sein même de l'État, a commencé, comme je disais tout à l'heure, les enveloppes parlementaires. Donc j'espère que ce mouvement citoyen se renforcera, qu'il aura lieu dans d'autres villes de France, et que vraiment qu'il y ait une pression qui soit exercée justement pour tenir en échec la volonté des différents élus à agir en toute impunité, surtout lorsqu'ils sont accusés de corruption. En tout cas, bravo à vous pour ceux qui étaient hier à République. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Karim, étant donné que c'était ton coup de cœur, donc un double coup de cœur pour cette marche qui a eu lieu hier, et sans incident en plus. Sans incident, c'est très bien dit, ça s'est très bien passé apparemment. Moi, je dirais juste un peu d'éthique chez nos politiques. Ça faisait partie des slogans qui ont été vus, en tout cas sur les pancartes. Il y a beaucoup de gens qui ont rappelé les propos de Fillon, notamment il n'y a pas d'autorité sans exemplarité. Ben, je pense que là, il est en plein dedans. Donc, s'il doit prendre ses responsabilités et partir. Je rajouterais peut-être à ce qu'il disait Yasser en plus, c'est que c'est ce climat-là qu'aujourd'hui règne avec l'affaire Fillon, l'affaire sur du Front National, ce qui s'est passé avec Cahuzac, ce qui se passe avec les Balkany, ce qui se passe avec les deux mises en examen de Monsieur Sarkozy, tout ça renforce l'antiparlementarisme. Et ici, je peux juste te terminer par une citation malheureusement de Marine Le Pen, qui se réjouit en off en disant « J'aimerais bien avoir François fictif », elle l'appelle comme ça, François Fillon, j'aimerais bien voir François fictif en face de moi, c'est du pain béni au deuxième tour. Elle l'appelle François fictif d'ailleurs. En off. Très bien, merci beaucoup Karim, merci beaucoup Yasser. Voilà les doubles coups de cœur donc de nos amis chroniqueurs. Dans un instant, Libertad, liberté sur France Maghreb 2, ça résonne. C'est un dispositif assez particulier et unique que France Maghreb 2 vous propose. C'est la possibilité de nous appeler sans filtrage, en toute liberté, pour nous dire un vrai truc. Si vous avez rien à dire, c'est pas la peine de décrocher votre téléphone, mais que vous soyez donc de n'importe où dans le monde, vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000. Dans un instant, ne bougez pas, la liberté a frappé à votre porte ou dans votre radio, comme vous voulez. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous messieurs dames sur France Maghreb 2, Yasser Louati pour nous accompagner, Karim, et une information qui est tombée et importante aussi pour la présidentielle. C'est mercredi le jour où se prononcera donc François Bayrou pour savoir s'il y va ou il y va pas. Visiblement, il y a plus de chances qu'il y aille que l'inverse, parce que vu le boxon que c'est, ouais, franchement, c'était la condition. Si Fillon se retire, il y allait pas. Enfin, c'est à l'époque qu'il y avait. Mais si Fillon reste, il y va, quoi.
Visiblement, hein, Karim, si on a bien compris. Exactement. Donc, je pense qu'il avait conditionné, en tout cas, beaucoup de personnes qui le connaissent et ils disent, il a conditionné sa participation à la présidentielle. Si Fillon maintient sa candidature, il y va parce que, évidemment, les deux ne s'entendent pas depuis, ça c'est un secret pour personne. Ouais. Voilà, il y va pour bouffer alors ça la rend encore plus incertaine qu'aujourd'hui, avec Bayrou qui a les mêmes électorats que Macron, qui finalement vraiment ça devient très très difficile de donner un pronostic. Bon, allez, c'est parti messieurs dames, on ouvre les vannes de la liberté, Libertad sur France Maghreb 2. Le numéro de téléphone que vous pouvez composer maintenant, 01 40 33 9000. Si vous voulez engueuler Yasser ou Karim, n'hésitez pas. Vous les félicitez, je sais pas d'ailleurs, comme vous voulez. 01 40 33 9000, que vous soyez de Paris, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Le Havre, Amiens, Metz, Orléans, Paris. Je le disais, oui, et aussi d'autres villes via l'application France Maghreb 2 pour nous écouter. Eh bien, vous pouvez nous appeler maintenant si vous avez un truc à dire, si vous voulez passer un petit bonjour à quelqu'un, si vous voulez réagir à une actualité, nous transmettre une information aussi d'un événement qui se passe près de chez vous. C'est le moment de le faire dans cet espace qui vous est réservé. 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel, s'il vous plaît. Ben de Nessoubois. Oui, bonsoir Ben. Oui, ce serait pour vous dire que je serais pour qu'on interdise les médiums et les marabouts sur les radios. Très bien. C'est dit mon ami. Salut Ben. 01 40 33 9000. En même temps, s'il y en a qui vont les consulter, c'est pas près d'arriver. 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Évidemment, c'est le moment de nous appeler. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Mohamed de Saint-Denis. Salut Mohamed, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous appelle parce que moi, je trouve que vous faites beaucoup la propagande pour la gauche. Voilà, et on n'entend pas beaucoup parler François Asselineau chez vous. Et voilà, moi je fais pas partie du PR, je fais partie d'aucun parti politique, mais c'était juste une petite remarque quoi, parce que personnellement je trouve que ces idées sont très bonnes. Et moi j'entends parler que de la gauche. Je vous écoute tous les soirs, et franchement j'entends parler que de la gauche. Ouais, François Asselineau est venu à 2 reprises depuis la rentrée. Hein. Mohamed. Oui. François Asselineau est venu à 2 reprises depuis la rentrée, hein, je te le dis comme ça. Le jour où il est venu, il s'est fait clasher par Ousmane Chimera. Oui, donc, moi, c'est un peu le jeu, non? Mon ami, voilà. on va pas cirer les pompes à François Asselineau comme on va pas cirer les pompes à Benoît Hamon. Quand on a des questions à leur poser, on leur pose. Attendez, monsieur, je suis désolé, moi je vous donne mon point de vue, c'est tout. Bien Après, sûr. vous l'acceptez ou pas. Je sais que vous je l'avez l'accepte. invité, mais le jour où vous l'avez invité, il s'est fait allumer. Ouais. Donc moi personnellement, je trouve pas ça intéressant. Bon. Voilà, il n'a même pas eu le temps d'exprimer ses idées, il s'est énervé, il est parti. Donc déjà le peu de comment dirais-je d'audience qu'on lui donne dans les médias, dans les grands médias, le jour où il vient chez vous, vous lui mettez un en face qui tire dessus. Excusez-moi. Vas-y, Karim. C'est Karim. Donc François Asselineau, il a combien de pourcentage aux élections présidentielles? Ça n'a rien à voir avec ça, monsieur. Si, vous parlez de pardon. petits partis. C'est ça que vous êtes en train de me dire. D'accord. Donc maintenant, oui, allez-y. Citez un des autres petits partis qu'on reçoit ici, qu'on ne lessive pas, en dehors de François Asselineau. Il y en a pas. Oui. C'est l'un des plus partis qui sont reçus. Alors je suis pas parti de France Maghreb 2, mais j'interviens de temps en temps. Pardon de le dire, on parle de tout le monde, on parle de la droite, des déboires de la droite, et des déboires de la gauche, et des déboires d'extrême droite, et des déboires de l'extrême gauche aussi quand il faut. Donc voilà. En tout cas, c'est dit, Mohamed. Non, mais il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Pas plus. Le jour où il est venu chez vous, il s'est fait allumer. Donc voilà, moi personnellement, voilà quoi, je trouve pas ça très chrétien. On n'est pas là pour leur serrer les pompes pour politique. Pas très chrétien comme tu dis. Merci. Salut Mohamed. 01 40 33 9000. C'est son ami en tout cas. Mais bon, c'est vrai que François Asselineau est un des rares qui vient et qu'on reçoit d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là. On n'est pas là pour cirer les pompes pour cirer les pompes de qui que ce soit, et c'est certainement pas chez moi et dans mon émission que ça va se passer ainsi. Hein, vous inquiétez pas. Allô, bonsoir. Allô. Prénom et ville d'appel. Bonjour. Bonjour. Prénom et ville d'appel. Alors Aurélien. Oui, Aurélien, tu nous appelles d'où? J'habite à Péronne. À Péronne, c'est où ça, Péronne? Dans la Somme. Dans la Somme. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, mon ami Aurélien? En fait, je voudrais savoir si je pourrais jouer au jeu. Là, il y a pas de jeu, mon ami. Hein. Ah. Voilà, à bientôt si tu veux jouer avec Yasser ou Karim, je sais pas si vous avez des questions, on peut te faire gagner un abonnement. Qui est le président de la République? Voilà, qui est le futur président de la République, Aurélien? Ah ouais, j'aimerais bien être président, oui, j'avoue. Et qu'est-ce que tu ferais? Tiens, ce serait quoi ta première mesure, Aurélien? Alors de mettre des policiers à chaque frontière pour pas qu'il y ait de Syriens qui viennent. Bon, désolé, je suis un peu malade, mais... D'accord, ouais, je pense qu'il faudrait que tu te fasses soigner rapidement. Salut Aurélien, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est pour participer à l'émission. Oui, prénom et ville d'appel, s'il vous plaît. Prénom et ville d'appel. Siam, Argenteuil. Salut Siam, qu'est-ce qui se passe Siam? Moi j'appelle parce que je suis hyper frustrée. Oui, j'écoute votre émission souvent quand je peux dans la voiture. Oui. Et aujourd'hui j'ai adoré la tribune de Yasser. J'ai adoré aussi l'éloquence et la culture qu'a Karim. Et je voudrais savoir quand est-ce que vous passez sur, désolé France Maghreb j'adore, mais sur des radios de plus grandes écoutes, parce que c'est des talents qui sont cachés, ils disent la vérité et comment dire, je suis hyper frustrée, voilà. C'est mon moi j'écoute l'émission, je suis heureuse et je suis en même temps hyper triste. Parce que je me dis... C'est bizarre votre raisonnement. En même temps je le comprends Siam. Il est bizarre dans le sens où effectivement vous avez une radio qui offre la possibilité à différents chroniqueurs venus de différents horizons. Ça a été telle était en tout cas mon envie depuis cette rentrée d'offrir donc aux auditeurs différents points de vue sur l'actualité et des points de vue assez intéressants d'ailleurs. Et en même temps vous regrettez qu'il ne soit que sur France Maghreb 2 si je vous entends bien, mais à vous de faire grandir cette radio et à vous de faire en sorte que ce média devienne important. Eh ben je vais tout faire pour. Voilà, Siam. En tout cas, merci à vous, Siam. C'est Yasser qui vous parle, merci à vous. Je vais faire tourner au grand max. Voilà. Merci, Siam. Merci. On pourra, mesdames, messieurs, vous savez, je vais vous dire un truc. Si vous êtes mobilisés, si vous êtes de plus en plus à nous écouter, et je sais que c'est le cas d'ailleurs, si chacun d'entre nous fait le boulot qu'il a à faire, vous inquiétez pas, on n'aura plus besoin d'aller sur RTL ou BFM TV. On peut bien s'en passer aujourd'hui. Si vous êtes de nombreux à venir nous rejoindre, il n'y aura pas de problème. Que je vous entende. Alors juste un truc, moi je vous ai découvert parce que je connaissais pas du tout. Ouais. Pourtant je suis parisienne, mais je connaissais pas du tout. C'est grâce à un live qu'avait fait Maïssa Leroy que je suis par hasard sur Facebook et depuis j'ai branché France Maghreb dans ma voiture. Super. Et merci Maïssa. Voilà comment on peut se bienvenue au club et vous développer. Merci beaucoup Siam. À très vite. De rien. Et continue de nous écouter en tout cas et merci à Maïssa donc pour le coup et donc de son live Facebook. Non mais c'est très intéressant la remarque de Siam. Des talents comme vous, messieurs. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à aller les compliments, Christophe. Non, mais vous êtes prêt à aller chez, je sais pas, remplacer Barbier sur BFM TV, Yasser? Faire ta chronique sur BFM TV? Ça dépend à quelles conditions. En tout cas, moi c'est Karim qui répond. Non, je veux dire. Non, mais dites-le si vous êtes pas bien ici, hein. Non, mais j'ai le luxe. Allez-y. J'ai le luxe. Non, mais c'est pas pour. Je vois Christophe qui commence à rougir. Non, c'est que. Je veux dire, j'ai fait des grands médias en France. Bon. Oui, en plus. C'est que là, c'est la seule radio où je peux me poser et dire ce que je veux. Voilà. C'est vrai que à part certaines remarques, Yasser abrège un petit peu ta chronique, elle est un tout petit peu trop longue. Bah oui. Je te balance faut pas saouler les auditeurs. En public. Écoute, jusqu'à maintenant, on m'a pas dit tu nous saoules. Donc elle est chronométrée, d'accord. Il y a généralement entre 600 et 800 mots, mais bon. À part ça bien. À part ça. Franchement, je veux dire, j'ai vraiment une liberté de ton totale. Et je veux dire, pour moi, c'est le luxe absolu, aussi bien pour un journaliste que pour un militant comme moi. Eh ben oui. Et c'est en tout cas la condition, voilà. Christophe, si je peux me permettre, oui. J'aime pas trop les compliments, mais merci quand même aux auditeurs qui sont très contents de l'émission d'aujourd'hui. Mais je peux me permettre, il y a beaucoup de gens vraiment qui réfléchissent de la même manière, qui raisonnent de la même manière, qui sont des anonymes, qui sont partout. Mais si on leur donne l'occasion et la possibilité de s'exprimer comme avec leur liberté et leur conviction, je pense qu'on aura beaucoup de talent. Exactement, donc à nous de faire grandir cette émission, cette radio et de faire en sorte que ce média devienne, j'allais dire, une sorte de porte-voix des sans-voix. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Amar de Boulogne. Salut Amar, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je voulais parler de ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à l'autre garçon qui s'est fait violer par la police municipale de Drancy. Oui, Alexandre. Donc j'espère qu'il va y avoir encore plus de témoignages. Bon, j'espère pas que ça s'est passé des centaines de fois encore, mais j'espère que ça va donner du courage à d'autres personnes. Libérer la parole, exactement. Libérer la parole. Et que ça va faire encore plus de bruit, et que j'espère que ça ira en correctionnel ou aux assises, où je connais pas très bien la justice, mais bon. Et deuxièmement, je voulais parler aussi de l'info que vous avez donnée par rapport au téléphone rouge de Hitler. Ouais. Bientôt, on va entendre parler que le caleçon de Marc Dutroux, il sera en vente dans une vente aux enchères et qu'il y aura un acheteur. Vraiment, ouais, je comprends pas. Le truc le plus dégueulasse, quoi. Ces genres de pub là, c'est vraiment incroyable, mais vrai. C'est abject. Merci beaucoup, Amar. Salut à toi. Salut Amar. Ciao du côté de Bologne. 01 40 33 9000. Vous pouvez vous exprimer. Et il n'y a pas d'autre radio qui vous propose ça. Je peux vous le garantir. Voilà, Yasser, Karim,
Il y a aucune radio qui prend le risque comme ça d'offrir 10 minutes de son antenne en totale liberté sans savoir ce que les auditeurs vont dire, parce que quand vous intervenez dans une radio, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Karim, tu peux en témoigner, tu l'as fait il y a pas longtemps. Je l'ai fait il y a pas longtemps. On te demande ta carte d'identité et quasiment ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone, etc. Et ta fonction, là, c'est pas le cas. Et évidemment, regarde, on te dit, là, on je te décroche. Hop, je sais pas qui je vais avoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Abdel de Paris. Salut Abdel, qu'est-ce qui se passe, Abdel? Alors moi, c'était juste pour, justement, je veux m'adresser à vous, à Christophe. C'est vous, Christophe, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, Abdel? Bah en fait, j'aimerais juste que vous soyez un petit peu plus aimable avec vos auditeurs. Des fois, vous les recalez un peu trop sec. Pas qu'avec les auditeurs, hein. Pardon? Pas qu'avec les auditeurs, avec les chroniqueurs aussi. Bah Il y en a voilà. qui souffrent ici. Voilà, Au secours. c'est dommage parce que c'est une bonne radio. Et des fois, quand on entend ça, on a envie de changer. Bon, bah écoute, si tu préfères aller rigoler avec Laurent Ruquier, chacun son goût, mon ami. Oh, Christophe. Ah non, mais non. vas-y. Oh, Christophe, mais non. Parle de Christophe, Laurent Ruquier. Abdel, C'est pas ta journée, Christophe. Abdel, Abdel, on s'aime, on s'apprécie avec nos défauts, nos qualités. Je suis comme ça, je suis un vrai authentique et je fais pas semblant. Pas avec un manque de respect envers. Bah non, j'ai jamais manqué de respect à personne, mon ami, à partir du moment. Bah non. Kamel, il appelle, vous lui manquez de respect, vous raccrochez au nez comme ça. Ouais, mais bon, des fois, Kamel, il abuse quand même, non? T'es pas d'accord? Bah, je sais pas, il appelle pour. Il est à côté de toi, Kamel? C'est la seule chance qu'on a. Eh, t'es son beau-frère. Il est à côté de toi, Kamel? T'es son beau-frère ou quoi? Kamel, t'es son beau-frère, Abdel? Non, pas du tout. Non. Bon, bah écoute, on va tâcher de faire un effort. Allez, salut Abdel. Voilà, merci, c'est super. Allez, au revoir. Salut mon gars, Abdel. ciao. Ah, j'aime bien les mecs qui se défendent entre eux et tout, ah, c'est mortel. 01 40 33 9000. Mais moi, je suis vraiment authentique, hein. Je suis en antenne comme je suis à l'antenne, et vice versa d'ailleurs. Donc je me fais pas une image pour faire style ou quoi aux caisses. Donc voilà, c'est comme ça, et c'est tout. Allô, bonsoir, ceux qui m'aiment, ils m'aiment, ceux qui m'aiment pas, ben je l'oblige pas à m'aimer. Allô, bonsoir. Alors bonsoir Christophe, Thomas de Créteil. Salut à toi. Moi je t'aime bien, même si malgré que tu reçois beaucoup de coups aujourd'hui. Non mais c'est normal, ça fait partie du métier ça. C'est les métiers, c'est les risques du métier on va dire. Alors je voulais dire en fait merci aux chroniqueurs Yasser et Karim de leur passage, mais je voulais leur demander en fait s'ils avaient des ouvrages à conseiller sur la colonisation de la France, des anciennes colonies quoi, pour en savoir un peu plus sur tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Mais en fait, c'est que Vas-y, c'est ça qui répond. En fait, il y a différentes œuvres qui sont connues. Voilà, tu peux les googliser facilement. Mais en fait, ce qui est plus important, à mon sens, surtout dans la situation où on se trouve aujourd'hui, c'est de comprendre quel a été le point de départ de la colonisation. Pourquoi est-ce que ça a été devenu une entreprise qui a duré aussi longtemps et comment on peut expliquer ce qui est arrivé. Je te conseille pour ça le livre L'impérialisme de Hannah Arendt, qui explique justement la course vers l'Afrique et comment tout ça en fait a été mis en branle. Si tu veux avoir des positions, on va dire, plus militantes, t'as bien sûr Aimé Césaire, je veux dire là-dessus, on peut pas le nier. Mais en ce qui concerne le regard porté, surtout aujourd'hui vis-à-vis des citoyens de confession musulmane, avec l'héritage post-colonial, là faut passer par un classique, c'est l'orientalisme de Edward Said. Et là on voit vraiment la construction intellectuelle sur plusieurs siècles, ou surtout à partir du 19e siècle, de l'imaginaire occidental vis-à-vis de l'Orient. Et là, tu serais surpris de voir les noms. Il y a même Marx qui en prend pour son grade, qui en fait disait que la Grande-Bretagne, par exemple, a été obligée de passer par des massacres en Inde, etc. Donc voilà, t'as Hannah Arendt, t'as l'orientalisme de Edward Said et bien sûr Aimé Césaire. Aimé Césaire. Mon ami. Ok, merci beaucoup. T'as de quoi t'occuper pour la semaine en tout cas. Salut à toi. Salut. Je sais pas si on a le temps d'en prendre un dernier, on va déborder, c'est pas grave. On fait ce qu'on veut, de toute façon c'est mon émission, je fais ce que je veux. 01 40 33 9000 pour un petit dernier pour la route. Maintenant, vous nous appelez si vous voulez parler à Karim, Yasser pour les féliciter. Les gars, vous avez le bon rôle aujourd'hui T'as vu ça? Ouais, franchement nickel Bon, c'est pas grave, c'est des jours comme ça. 01 40 33 9000, c'est le moment en tout cas de vous pouvez vous exprimer, nous dire ce que vous voulez, réagir, dire quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous avez envie de vous énerver après moi, après quelqu'un d'autre, vous n'hésitez pas à le faire. 01 40 33 9000. Non, faut qu'on arrête là pour le coup. Allez hop, c'est terminé pour ce soir. On remettra évidemment le couvert demain avec Sabrina Artiste qui sera avec moi et avec aussi Youssef Brakni qui sera avec nous demain. Ah Youssef. Ah, c'est un bon Youssef. Ah, c'est un bon ça. Oui, c'est un bon. Voilà, on l'a découvert la semaine dernière, il sera avec nous demain. Donc merci beaucoup Karim.
Merci à toi. Tu en mets pas 3 mois avant de revenir, hein? Non, t'inquiète pas, je vais revenir un peu plus souvent. Au moins jusque ce premier semestre, en tout cas, je vais revenir un peu plus souvent. Très bien. Mon ami Yasser, le lundi c'est le Wati, donc la semaine prochaine. Lundi c'est le Wati, comme toujours. Salut Yasser. Salut Karim. Dans un instant, les Biamars pour l'éphéméride. Pour l'heure, il est 18h02. Le rappel de l'actualité de ce lundi soir, c'est avec Marine Garel, que j'aime beaucoup. Bonjour Marine. Bonsoir à tous. Un policier de Drancy jugé pour violence lors d'une interpellation musclée en 2015. Le tribunal correctionnel se déclare incompétent et demande la requalification des faits en viol. La victime avait une plaie à l'anus. Cette décision intervient dans la foulée de l'affaire Théo. Des peines de 6 à 8 ans de prison pour l'homme araignée et 2 receleurs. Tous les 3 sont accusés du casse spectaculaire du musée d'art moderne de Paris en 2010. 5 toiles de Maître, de Picasso et de Matisse notamment restent introuvables.